Espérons qu'il est en progress. OK. Ce que je vais faire avec vous dans cette petite vidéo, qui ne va pas durer longtemps parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, c'est de faire la suite, une idée supplémentaire qui fait suite à ce qu'on a vu hier. Parce que je vous ai dit hier, on a fait une partie sur le signe macroéconomique conjoncturel et ses indicateurs. Parmi les indicateurs, on a vu qu'il y a, euh, il y a quatre, je vais l'expliquer d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce que quand on dit chômage, il y a différentes sortes de chômage. Et euh, le cycle, par définition, c'est un cycle, le cycle macroéconomique conjoncturel. Quand on dit conjoncturel, ça veut dire que c'est court. Ce n'est pas du cycle condratien, c'est du cycle court. Et sans traiter et analysé par la théorie keynésienne, qui elle-même est une théorie de court terme. Et quand on traite on va dire, on étudie, on veut remédier, on veut trouver des solutions au chômage. Alors, que dit solution au chômage? C'est relancer l'économie, augmenter le PIB, c'est baisser le chômage. Donc, tout est relié, n'est-ce pas? Et quand on parle de chômage, il faut pas mettre tous les types de chômage dans le même sac lorsqu'on veut diminuer le chômage. Il y a des types de chômage qu'on ne peut pas traiter par les théories. Il y a des types de chômage qui sont des chômages de long terme. Et les théories keynésiennes qui servent à résoudre et les théories ne vont pas les fromages bisogniers. Bon, c'est pas grave. On va pas s'énerver. Hein? On va faire comme si tout va bien. OK? Et donc, premier chômage qui est le moins important, c'est le saisonnier, n'est-ce pas? Bon, on a expliqué et causé par les activités saisonnières au chômage frictionnel. Ce chômage frictionnel, c'est celui, on l'appelle aussi chômage de prospection. On parle aussi de chômage d'appariement, matching, matching and employment, chômage d'appariement. C'est quoi l'appariement? C'est le matching quoi, des, des besoins des employés et euh, et des demandes de travail, pardon, des demandes d'emploi des travailleurs. Quelquefois, il y a des vacances d'emploi chez les entreprises et des chômeurs chez les ménages, mais ils ne coïncident pas parce que les qualifications demandées des entreprises ne correspondent pas
aux qualifications. On dit qu'il y a un problème professionnel. Oui. Donc, c'est un chômage qui est volontaire et relève de la stratégie des individus. Et, et c'est considéré donc par les théoriciens comme étant un chômage incompressible qui est lié, vous le notez, au délai d'ajustement de la main-d'œuvre ou des chômeurs d'un emploi à l'autre. Pour ça qu'on parle de chômage du travail. Et c'est cette période de recherche d'un emploi qui définit ce sur ce chômage, il est très en rapport avec la macroéconomie parce que c'est un chômage qui, lorsque l'économie est au plein emploi, et vous notez, en macroéconomie conjoncturelle, plein emploi ne veut pas dire pas de chômage. Plein emploi, il y a déjà ce chômage qui est là, même en plein emploi. Section d'appariement
le taux de chômage et le taux des emplois vacants. C'est-à-dire en mettant sur un même graphique le taux d'emploi, pardon, le taux de chômage et le taux des vacances d'emploi. C'est-à-dire les entreprises qui n'arrivent pas à trouver des candidats pour occuper des postes et des chômeurs qui n'arrivent pas à trouver un emploi pour travailler. La relation entre le taux de chômage et les taux de vacances d'emploi est une courbe décroissante qui s'appelle la courbe de Beveridge et qui est un outil très utilisé chez les macroéconomistes pour étudier le chômage frictionnel d'une économie. Alors pourquoi je rappelle tout ça? C'est parce que le taux du chômage frictionnel est un indicateur très important de l'état de santé d'une économie. C'est-à-dire mesurer ce chômage frictionnel et pour comprendre le fonctionnement d'une économie. En d'autres termes, pour comprendre le fonctionnement du marché du travail d'une économie. Ça veut dire que les pays où le marché du travail est plus flexible, ce chômage, ce taux de chômage frictionnel, il est plus élevé. C'est un signe de bonne santé. Alors que en Europe, ce chômage, il a un taux beaucoup plus faible. Aux États-Unis, il est de l'ordre de 5%. En Europe, il est de l'ordre de 2 à 1%. Pourquoi il est considéré comme un signe de bonne santé? C'est parce qu'il reflète le fait que les travailleurs quittent leur emploi volontairement pour en chercher de meilleurs. Et pour cette raison, il a été l'objet de beaucoup d'études théoriques en macroéconomie, parce que, comme je viens de le dire, c'est un indicateur de bonne santé de l'économie, c'est-à-dire indicateur de la flexibilité du marché du travail. C'est comme si vous aviez une voiture qui a de meilleurs ressorts, meilleure flexibilité. Et dans les études macroéconomiques, on lui a associé certaines théories de chômage. À expliquer ce type de chômage, le chômage frictionnel. Nous avons la théorie qui s'appelle la théorie du job search.
les années 60 a développé des théories qui prend en compte l'information et la recherche de l'emploi. Ce comportement propre des individus, leur volonté de ne pas, pour ce qu'on appelle sur l'idée d'un coût marginal de l'information, notez-le comme ça, un coût marginal de l'information qui augmente plus vite que le salaire proposé. Et tant que le rendement marginal de la recherche d'emploi est supérieur au coût marginal de l'information, je répète, cette théorie du job search part de l'idée du coût marginal de l'information. Vous voyez, toujours le terme marginal. Considère que le coût marginal de l'information augmente plus vite que le salaire proposé par le nouveau recruteur. Et tant que le rendement marginal de la prospection ou de la recherche de l'emploi est supérieur au coût marginal de l'information, eh bien, l'individu continue à chercher un emploi meilleur, qu'il espère plus rémunérateur, si vous voulez. Et il arrête sa recherche quand le coût marginal de l'information devient égal au rendement marginal de sa prospection. Vous notez qu'on retrouve cette même idée dans une autre théorie qui s'appelle la théorie du salaire de réservation. C'est un terme un peu pas très clair. En anglais, on parle de reservation wage. Reservation wage. Ça veut dire que pour cette théorie de salaire de réservation, il considère que chaque salarié a une perception du salaire minimal à partir duquel il commence à dire que ça vaut la peine de prendre ce job. Tant qu'il n'a pas atteint ce seuil, ce reservation wage, ce salaire de réservation, eh bien, il n'accepte pas le job qu'on lui propose. C'est
un salaire perçu comme étant le salaire moyen du marché. Voilà le manque à gagner qu'il occasionne à la suite de sa recherche de travail, le temps qui passe. Puis vous avez une troisième théorie qui est plus célèbre encore, toujours pour expliquer le chômage frictionnel, c'est la théorie du capital humain de Gary Becker, dont j'ai parlé déjà une ou deux fois. Eh bien, Gary Becker, dans sa théorie du capital humain, il dit que l'un des facteurs explicatifs du maintien, de maintien ou de continuer à ne pas accepter un job, le maintien individuel reste améliorer son capital humain, améliorer sa productivité par la formation pour obtenir un salaire meilleur. C'est-à-dire, il fait de sa formation un investissement en capital humain et il raisonne sur une sorte de recherche d'un équilibre entre l'investissement en temps et en argent, peut-être en capital humain, un coût de la espérée de la nouvelle, d'un nouveau job. Donc, c'est ça qui explique, d'après Becker, qu'il y ait une proportion de chômage frictionnel assez significative, qui est d'autant plus élevée que le marché du travail de ce pays est flexible et permet donc ce qu'on appelle le turnover. Notez-le comme ça. Quelquefois, on appelle le chômage frictionnel le chômage de turnover. Le turnover, c'est un mot qui est maintenant utilisé en français, non? Hein? C'est un anglicisme. Les entreprises, dans les entreprises, ils parlent beaucoup du turnover du travail, turnover des salariés, c'est-à-dire les salariés qui changent d'un poste à l'autre. Le turnover. Dans les entreprises, on calcule le turnover des salariés. Donc voilà, si vous voulez, ces trois théories libérales de l'explication du chômage frictionnel. Ce sont trois théories libérales qu'on ne va pas retrouver chez Keynes. On va trouver d'autres explications du chômage frictionnel chez Keynes. Eh bien, vous notez que Keynes, par contre, ce chômage frictionnel, il le qualifie de chômage conjoncturel. Il dépend de la conjoncture, il ne dépend pas, comme on vient de le voir chez les libéraux, du comportement individuel. Il est plutôt lié à l'activité économique elle-même, à la macroéconomie et non pas à l'individu. C'est-à-dire qu'un ralentissement de l'activité économique réduit la demande de travail des entreprises et augmente donc ce type de chômage que Keynes qualifie de conjoncturel. Ça veut dire selon la conjoncture du cycle. Et là, on a aussi une théorie, enfin une théorie, c'est pas une théorie, c'est une loi ou une relation statistique qui est adoptée par les keynésiens la loi qui est toujours adoptée par les macroéconomistes dans
la prise en compte de ce chômage frictionnel ou conjoncturel, selon les keynésiens, c'est ce qu'on appelle la loi d'aucune. Loi aucune. Aucune, c'est un auteur américain, c'est même pas un économiste, c'est un sénateur américain, qui s'appelle Aucune. O-K-U-N. O-K-U-N. Aucune. O-K-U-N. La loi d'aucune. La loi d'aucune, c'est une loi qui dit qu'en période de récession, notez-le parce que c'est un peu difficile à s'en rappeler, c'est une relation statistique. On en a fait une loi chez les macroéconomistes qui veut qu'en période de récession, la production baisse plus que proportionnellement par rapport à l'emploi et l'investissement. Je répète, c'est une relation statistique, cette loi d'aucune, qui veut qu'en période de récession, la production baisse plus que proportionnellement par rapport à l'emploi et à l'investissement. Par exemple, une hausse de 2% de la production, une hausse de 2% de la production, notez entre parenthèses ici donc du PIB réel, si vous fermez la parenthèse, entraîne une baisse. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de croissance pour diminuer euh, il faut plus de croissance pour diminuer un faible pourcentage du chômage. Par exemple, pour baisser le sens de 2 ou 3%. Ça veut dire que la croissance du PIB n'est pas proportionnelle à la croissance de l'emploi. Et ensuite, nous avons bien sûr le chômage structurel. On a parlé du chômage structurel. Donc, vous notez que ce chômage et il est lié à des changements de long terme dans la structure économique et surtout, ce qui le rend difficile à réduire, c'est que ce sont des changements sociaux, des changements institutionnels, des changements dans la structure démographique, des changements dans la structure industrielle.
changement dans la d'occuper une génération entière. Donc, les changements dans les systèmes d'enseignement, systèmes de formation continue. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas faciles à changer de manière conjoncturelle. Donc, c'est donc un chômage de long terme, il est plus dur à combattre. Dans le cas de la France, ça a toujours été un problème d'inadéquation dans les qualifications des chômeurs. Oui. Ah oui. Alors, j'ai fini mon idée rapidement. Merci de me l'avoir appelé. Ne bougez pas. Hop, 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 hop. Et pour que je m'en rappelle la prochaine fois, ce chômage structurel en France, il est lié beaucoup à l'inadéquation des qualifications des salariés aux besoins des entreprises et il est lié aussi au problème de manque de mobilité des salariés dans certains pays comme la France. Les, les jeunes sont peut-être aujourd'hui plus mobiles que les générations passées, mais on considère que le salarié français est beaucoup moins mobile que le salarié américain, par exemple. Et ça participe du chômage structurel, parce que ceci ne peut pas changer facilement. Ce chômage structurel tourne en France autour de, jusqu'à il y a quelques années, autour de 10%, ce qui est très élevé. Et ça permet de définir, pour la prochaine fois, j'essaierai de le faire au TD prochain, la notion de chômage naturel ou chômage d'équilibre dont j'ai commencé à parler hier. Et vous me le rappellerez la semaine prochaine, vous le notez comme ça pour me le rappeler, le chômage naturel ou chômage d'équilibre, deux notions, deux définitions différentes, de deux écoles différentes pour la même chose. Ils sont un peu opposés, mais qui définissent la même chose. Chômage naturel, c'est la définition de Friedman. Il porte le nom chez Friedman de Nairu. N-A-I-R-U. Rappelez-le-moi la fois prochaine pour que je l'explique. Le chômage naturel de Friedman, il porte le nom de N-A-I-R-U. Nairu. Mais il s'appelle chômage d'équilibre chez les nouveaux keynésiens et j'expliquerai ça la semaine prochaine. Sans bousculer les chaises.